Et toujours en direct depuis la foire de Montpellier, sur l'espace de la région Languedoc-Roussillon, sud de France. Il est 18 h, c'est la petite leçon d'onologie avec notre onologue, meilleur sommelier de France, vous le savez, meilleur ouvrier de France. Est-ce nécessaire de le rappeler à présent? Dominique Laporte. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Est-ce qu'on vous entend sur le retour? Je pense, oui. Oui, c'est un petit peu faible sur le retour. Dominique, pour les invités, s'il vous plaît, en régie, montez un petit peu le son retour. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à la petite leçon d'onologie de Dominique Laporte. Et bien ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle durera seulement 8 minutes. Bon, on va faire court alors. Non, je plaisante, c'est pas vrai. On est ensemble une petite demi-heure pour découvrir les cépages de notre région. De quoi allons-nous parler ce soir, Dominique? Alors, on va explorer des terroirs un petit peu particuliers, notamment sur la zone du Salagou, notamment avec Mas-Brunet, où on est vraiment sur les hauteurs du département de l'Hérault. Nous allons partir dans les Pyrénées-Orientales, dans les environs de Maury, avec un très beau rosé. Ensuite, on ira donc à Saint-Mamère dans le Gard pour aller goûter un bel assemblage de vins rouges. Et pour terminer avec un fitou, donc à la frontière, on va dire, audoise avec les Pyrénées-Orientales, donc des vins de chaleur, de générosité, vous allez voir. C'est la nocturne du vendredi soir. Un petit peu de teasing avant de déguster les vins tout à l'heure à 20 h. Ils sont en train de s'installer, peut-être vous les voyez en arrière-plan. La technique est en train de travailler. Scotch and Sofa, ce sera 20 h. Une petite ITV avec eux, vous verrez, ils ont pas mal d'actualités. Ils vont nous parler de leur tournée internationale qui vient de s'achever, de leur prochain album. J'étais encore avec eux il y a quelques instants. Venez nous rejoindre sur la foire. Je crois savoir que l'entrée est gratuite, on me confirme ça, hein, c'est bien ça. Hein. À partir de 18 h, donc venez nous voir sur le stand de la région, Scotch and Sofa. Mais pour l'heure, on va déguster les vins de la région. Dominique, je vous laisse avec vos invités. Merci. Déjà vous servir ce premier vin blanc. Allez, tout à l'heure. Merci Dominique. Alors on va commencer donc avec un vin blanc, comme je disais tout à l'heure, qui est produit donc, dans les environs du fameux lac du Salagou. Alors je pense que tout le monde ici connaît le fameux lac du Salagou. Vous avez déjà vu? Non? Jamais? Si? Alors la particularité, c'est qu'on est sur des terres rouges très marquées, très particulières, et qui vont apporter bien sûr des caractéristiques au vin. Alors c'est vrai qu'on est sur des zones où on a une terre un petit peu brûlée, mais ce qui n'empêche pas pour autant de faire d'excellents vins blancs. Alors comme j'expliquais ces derniers jours, au niveau de la technique pour faire des vins blancs, on a une grande force aujourd'hui que nous n'avions pas il y a quelques années, c'est de pouvoir aujourd'hui maîtriser le froid. À savoir que quand on met des raisins à basse température, on arrive à maîtriser une finesse, une délicatesse qu'on n'avait pas par le passé, puisqu'on récoltait les raisins à température ambiante, et tout de suite, la cuve étant à température élevée, on avait plutôt des arômes de fruits noirs, de fruits un petit peu confits, et aujourd'hui, on arrive à capter plus de minéralité et de fraîcheur. Par contre, ce qui est indéniable, c'est que malgré tout, vu le soleil que nous avons dans notre région, on l'a bien vu aujourd'hui avec ce beau temps, on a des couleurs qui sont très marquées, très dorées. Pour une raison très simple, c'est que le raisin, quand on l'amène jusqu'à une maturité très forte, le raisin est un fruit. Plus vous attendez un fruit, plus il va mûrir. Et s'il mûrit, la couleur de sa peau va changer. Donc là, on est sur un vin blanc, certes, mais avec des couleurs vraiment dorées, vraiment très très marquées par la maturité et par une teinte très ensoleillée. Pardon. Donc on voit toujours bien sûr une belle brillance qu'on voit sur la surface du vin. Et cette petite brillance assez particulière, elle est toujours liée à de l'acidité. Donc, ce qui veut dire qu'un vin qui est brillant est un vin en bonne santé. Un vin qui n'a pas de brillance, on pourra avoir quelques doutes concernant son éventuelle santé. Alors, au-delà de ça, on en a parlé depuis le début de la semaine, l'histoire des fameuses larmes. N'est-ce pas? C'est quelque chose d'important, n'est-ce pas, les larmes? Pas toujours, si. En fait, la particularité, si vous voulez, c'est que les larmes, on nous en fait des tonnes, souvent, sur les larmes, et pourtant, ça ne nous aidera pas à connaître la qualité d'un vin. Mais c'est vrai que ça fait bien en société de dire regardez ces larmes très rapides, très généreuses. On se dit oh, ben, il va être très alcoolisé ou très sucré. Alors que c'est très difficile techniquement, rien qu'avec la vue comme ça des larmes, de pouvoir en tirer une conclusion fiable. Sachant que suivant la température du vin, la pression atmosphérique, la propreté des verres, on aura bien sûr des variations. Donc c'est très délicat. Alors on va profiter bien sûr de ce vin quand même, de le déguster. Première chose, je vous invite à le sentir d'abord, sans l'oxygéner, mais le sentir d'abord sur le haut du verre. Et ensuite, on va rentrer plus profondément le nez à l'intérieur du verre. Alors, je pense que vous allez sentir une grosse différence entre le haut, où on a des arômes assez légers, assez aériens, et plus en profondeur, des arômes un petit peu plus lourds, plus massifs, plus puissants. Est-ce que vous sentez cette petite variation? Oui? Tous? Alors, par contre, on sent énormément de fruits. C'est quelque chose de très aromatique. C'est un vin qui est assez exubérant quand même au niveau de ses odeurs. C'est très plaisant. Il y a des touches aussi assez charmeuses, pas mal de rondeur, une impression quasiment de suavité. C'est-à-dire qu'on s'attend quasiment à avoir un vin un peu sucré. C'est un peu moi l'impression que j'en ai en le sentant comme ça. Alors maintenant, je vais vous inviter à faire une chose. Vous allez prendre votre verre et vous allez le faire tourner comme ceci.
faire tourner le vin dans le verre un petit peu, et ensuite on va le sentir tout de suite. Est-ce que les arômes sont les mêmes? Non, exactement. Pourquoi? Parce que le fait de rentrer un petit peu d'oxygène dans le vin va faire éclater les molécules aromatiques les plus lourdes et du coup faire ressortir des arômes différents qu'on ne percevait pas précédemment sans l'agiter. Donc il faut toujours passer par ces phases-là pour voir justement une évolution dans le vin et voir un peu la diversité et la gamme aromatique qu'aura un vin. Et après cette opération, on va pouvoir nommer ce que l'on ressent. Est-ce que vous avez un type d'arôme, une famille d'arômes qui se révèle pour vous? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, madame? Non? Rien de particulier? Un côté vanillé, je suis d'accord, oui, de la vanille. Mesdames? Rien qui vraiment vous marque? Un côté un peu muscat, oui, d'accord, aussi. Vanille aussi. Alors on a 2 vanilles et puis on a une notion de fruits, de muscat. Alors il n'y a pas de cépage muscat, mais c'est vrai que c'est très aromatique, un peu comme nos fameux muscats. Là en fait vous êtes ici sur un vin donc, qui s'appelle le Masbrunet, vous êtes sur un assemblage exactement, que je ne fais pas de bêtises, de Roussanne, de Vermentino et de Viognier. Et c'est vrai que la Roussanne est très aromatique, le Viognier est très parfumé aussi, et ça apporte une connotation très parfumée et vraiment très agréable. Alors maintenant, on va profiter bien sûr de ce vin et le déguster quand même, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure et on ne fait rien. Alors on va le déguster et vous allez voir ressentir certaines sensations au niveau de votre langue et de votre palais. Vous allez d'abord avoir une forme de velouté, d'onctuosité, de rondeur. Par la suite, un peu d'acidité et derrière peut-être une connotation un tout petit peu amère. C'est la connotation qu'on a généralement dans tous les beaux vins, qui apporte de l'ampleur et du volume au vin. Alors on va le déguster. Pour le déguster, on prend un petit peu d'air en même temps. On le fait tourner dans la bouche. Alors c'est pas super élégant, mais par contre c'est efficace pour en mettre partout sur le palais. Alors je vous montre un petit peu. Alors je précise que vous crachiez ou que vous consommiez, ça revient au même au niveau des sensations. Hein. Vous n'en perdrez pas, vous inquiétez pas. Alors je vous invite à le faire, à déguster et à voir un petit peu comment le vin réagit auprès de votre palais. Alors, est-ce que vous avez senti déjà une différence entre le tout début où c'est un petit peu onctueux et après un côté un petit peu citronné qui vient un peu nous titiller la langue? Ça, vous percevez bien ces deux parties, hein? On est d'accord. Et par la suite, après, une toute petite connotation un peu amère et voire même un peu salée. On a l'impression un petit peu salé sur l'avant de la langue. Et ça, c'est ce qui est très bien, c'est que avec la diversité des cépages de cet assemblage et surtout ce terroir particulier, on va développer des sensations hyper complexes et très agréables. Alors après, on peut le regoûter et l'imaginer bien sûr sur des préparations culinaires. Et là, en l'occurrence, quand on goûte un vin, on a toujours un sentiment. C'est-à-dire, on se dit « Ah, celui-là, je l'aimerais bien aujourd'hui avec telle circonstance, tel moment ou tel plat ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait envie lorsque vous dégustez ce vin? Plutôt à l'apéritif, plutôt sur un poisson, plutôt une viande, plutôt un fromage, un dessert? Un dessert. Alors par cette caractéristique d'être un petit peu suave, c'est vrai que ça appelle un peu les desserts. Je suis d'accord avec vous. D'autres idées? Pas dessert? Pas trop sucré? Un poisson peut-être? Coquillage. Poisson au coquillage. C'est vrai qu'avec ces connotations un peu acidulées sur la langue, on peut imaginer des coquillages ou des crustacés, puisqu'il est vrai que quand on mange des coquillages, par exemple des huîtres, on a toujours tendance à mettre un petit filet de citron dessus. Et en fait, le vin peut vous apporter quasiment la même sensation que le filet de citron et du coup préserver le goût de l'huître pour n'avoir que son expression et ses caractéristiques. Alors, est-ce qu'il vous a plu déjà ce vin? Et du fromage, bien sûr, du fromage. Alors, comme il est encore un peu sur la jeunesse et la fraîcheur, on peut imaginer par exemple des fromages de chèvre un peu frais. Parce qu'il y a de l'onctuosité dans la chair, si vous voulez, de ce fromage. Et il va falloir le relever un petit peu avec un petit peu de fraîcheur aussi, pour donner un peu de persistance à la dégustation du fromage. Alors, on va poursuivre cette dégustation avec du vin rosé maintenant. Donc, on va vider. Oui, on va goûter tous les vins. Oui, vous inquiétez pas, on va tous les goûter. Alors, ensuite, je vais vous servir. Donc, n'hésitez pas à le vider, hein, bien sûr. C'est fait exprès. Bien sûr, on tient à ce que vous rentriez en bonne santé. Alors, donc, je vous sers donc, ce vin suivant. Donc là, on est dans les Pyrénées-Orientales, exactement dans la commune de Mory. Donc Mory, on est vraiment sur le nord des Pyrénées-Orientales. On est dans la zone que l'on appelle la vallée de l'Agly. Et cette fameuse vallée de l'Agly, en fait, c'est la séparation entre les Corbières et la zone catalane. Donc on est vraiment à mi-chemin entre Aude et Pyrénées-Orientales. On est sur les contreforts donc, des Corbières au pied des fameux châteaux cathares, puisque quand vous êtes dans l'appellation Mory, vous avez les fameuses ruines donc, des châteaux cathares qui sont juste face à vous,
avec un terroir forcément de montagne, et on aura des variations importantes entre le jour et la nuit, ce qui permet justement de faire des vins hyper équilibrés, puisqu'ils mûrissent très fortement la journée, ce qui fait mûrir le raisin, et la nuit, ça va permettre aux feuilles de réouvrir leurs pores, d'aller capter une forme de fraîcheur, de minéralité aussi par le sol, et ce qui fait que vous allez avoir une fraîcheur aussi dans les vins qui va être très intéressante. Alors là, vous êtes sur un vin qui est issu d'un assemblage de 60% de Grenache et 40% de Syrah. Alors, Grenache, Syrah, ce sont des cépages. Le cépage, c'est la variété de raisin utilisée pour faire le vin. C'est vrai que des fois, on entend parler des gens du métier du vin qui vous disent un cépage. Et la plupart des consommateurs ne savent pas ce que c'est qu'un cépage. Un cépage, c'est la variété de raisin qu'on utilise pour faire ce fameux vin. Donc, il y en a des centaines de variétés de raisins que l'on nommera cépage. Donc, vous avez un mot déjà à rajouter au vocabulaire. Alors, vous voyez la particularité de ce vin rosé. On est sur un vin rosé qui est d'une couleur assez faible quand même, assez claire. Il existe des rosés qui parfois sont beaucoup plus prononcés, beaucoup plus intenses en couleur et qui se rapprochent quasiment de vins rouges légers. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur un rosé pâle. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une grande mode sur les rosés pâles. Parce que le consommateur a tendance à penser que plus un rosé est léger, plus il est faible en alcool et moins il va gêner, on va dire, à l'ivresse dans la soirée. Donc voilà, on peut en profiter un petit peu plus. Alors bien sûr, comme tous les vins, que la couleur soit faible ou pas, le degré n'a strictement rien à voir. Le degré d'alcool n'a strictement rien à voir avec la couleur. Ce qui va avoir une notion de couleur, si vous voulez, c'est le temps de macération. Donc si vous laissez votre raisin macérer que quelques heures, vous allez avoir très peu de coloration. Par contre, si vous vous laissez 1 jour, 2 jours ou 3 jours, vous aurez une coloration plus importante. Et bien sûr, on va favoriser cette coloration aussi avec la température à laquelle on fait cette fameuse fermentation. Alors vous l'avez bien vu, lorsque vous faites du thé, si on fait un thé à l'eau froide ou un thé à l'eau chaude, la température va aider à diluer plus rapidement de la couleur et du goût aussi. Donc il va falloir trouver le juste compromis. Alors après, il y a des vins aussi qui sont souvent issus d'un assemblage de 2 types de rosés, puisqu'on peut faire des rosés de 2 manières, à savoir on prend le raisin rouge que l'on presse très vite, et du coup ça fera une couleur très très pâle, quasiment du vin blanc. Par contre, si je le laisse macérer, j'aurai une couleur plus importante. Et parfois, vous avez des vignerons qui vont assembler les deux. Donc vous aurez le côté très désaltérant quasiment d'un vin blanc qui va apporter la fraîcheur, la minéralité, et le côté plus macéré qui va apporter un peu plus de structure. Ça s'appelle des rosés d'assemblage. Et c'est tout à fait légal, on a plusieurs manières de le faire. On peut faire du rosé comme un vin blanc ou comme un vin rouge. Au niveau de structure aussi, ils se ressembleront. Plus comme un vin blanc pour les rosés clairs, et plus comme un vin rouge sur les rosés plus sombres. En même temps, après l'utilité aussi, un rosé clair, c'est plutôt un vin qui va servir à l'apéritif, ou le fameux rosé de piscine qu'on appelle souvent, où on a envie de se désaltérer. Et on ira aussi avec des salades, par exemple, des poissons, ça fonctionnera très bien. Par contre, les rosés beaucoup plus colorés, on aura plus tendance à les boire hors saison, c'est-à-dire en dehors de l'été, et les boire plutôt avec des aliments plus puissants. Ce sont vraiment des rosés vineux, des rosés de table. Alors, on va profiter bien sûr de cette couleur. Voir donc dans la couleur, on a une très légère évolution dans la couleur, puisqu'en fait, nous sommes sur un vin donc, du millésime 2013, mais par contre, on se rend compte que déjà, on commence à avoir un changement de couleur. Pourquoi? Parce que le Grenache, qui est majoritaire dans cette cuvée, est un cépage qui s'oxyde assez rapidement. Et du coup, on a tendance à avoir une couleur qui va rapidement évoluer sur des connotations légèrement orangées. Alors là, on est encore sur du rose, mais on voit qu'on a quelques lueurs par moment légèrement orangées. Par contre, dans 1 an ou 2, là, il sera carrément orangé. En fait, si vous voulez, c'est comme quand vous coupez une pomme et que vous la posez sur la table. Au début, elle est blanche, ensuite, elle devient légèrement orangée, puis elle finit par être vraiment marron foncé. Et c'est lié à l'oxydation qui est apportée par l'oxygène, tout simplement. Et pour l'éviter, il faut avoir de l'acidité pour protéger. C'est pour ça que souvent, quand on coupe une pomme, on a tendance à la frotter avec du citron pour ne pas être attaqué par l'oxydation. Donc plus un vin est acide, moins la couleur s'oxydera. Alors on va en profiter de ce vin, maintenant on va le sentir d'abord. Alors au niveau des odeurs, c'est vrai que c'est très délicat, c'est très frais, moi je trouve que c'est très aérien. Beaucoup de délicatesse dans le nez. On va l'aérer un petit peu maintenant. Et une fois aéré, c'est vrai qu'on change de gamme aromatique. Là on est plus sur les petits bonbons un peu acidulés, vous voyez. On reste sur de la fraîcheur, mais on a un côté un tout petit peu plus doux, plus suave. Un petit peu plus sucré, exactement. Alors pour autant, ce n'est pas sucré de manière excessive. On ne s'attend pas non plus à avoir un vin sucré. Mais il y a une bonne complexité aromatique. Alors on va en profiter, on va le déguster aussi. Alors vous voyez gustativement, ce qui domine dans la structure de ce vin, c'est plutôt l'acidité.
Il est vraiment très rafraîchissant, très tonique. Et c'est d'ailleurs la vocation de ce type de rosé et de cette couleur-là. Si j'avais eu un rosé beaucoup plus lourd avec cette couleur-là, je me serais dit, c'est pas forcément ce que j'attendais. Et là, il est léger. En fait, c'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire un rosé désaltérant, mais avec en même temps, quand même, vous avez vu, un peu de structure. Vous sentez sur la langue, il y a comme une petite rugosité. Et ça, c'est apporté par le temps de macération, qui a apporté un tout petit peu de tanin au vin. Et les tanins, c'est ce qui est râpeux sur la langue. Et du coup, ça lui apporte aussi du volume. Et en même temps, si vous cherchez bien un petit peu dans les sensations, on a eu ici un petit resserrement au niveau des muqueuses, ici, une petite amertume. Et justement, le fait d'avoir de l'acidité, un peu de rondeur et de l'amertume, ça va donner du volume au vin. Et du coup, on a l'impression qu'il remplit bien la bouche. Parfois, ça arrive d'avoir certains vins où on a l'impression qu'ils sont assez allongés et un peu filants, alors que celui-là, au contraire, a beaucoup plus d'onctuosité. Est-ce qu'il vous plaît, ce rosé? Oui. Est-ce qu'il y a un plat qui vous vient tout de suite en tête? Une salade? Pourquoi pas? Salade avec quelques crevettes éventuellement? Salade un peu maritime? Oui. Ou à l'apéritif, vous avez raison. À l'apéritif, c'est très bien aussi. Et c'est le propre en fait du rosé qui a pris une place très importante ces derniers temps, puisque c'est vrai que pendant longtemps, on entendait dire que le rosé n'était pas du vin. Parce que le rosé était un assemblage, on nous disait de vin blanc, de vin rouge, ce qui est faux. Puisqu'en fait, c'est toujours la méthode que je vous ai expliquée, donc qui est utilisée pour le faire. Mais le rosé n'a jamais été un assemblage de vin blanc et de vin rouge, pardon. Par contre, on a toujours eu cette connotation de dire oui, le rosé, c'est pas du vrai vin, c'est moins bien, c'est un sous-vin, alors que c'est faux, totalement faux. Maintenant, les gens qui font des rosés, si vous voulez, de qualité, choisissent les bonnes parcelles qui vont rentrer uniquement dans la composition du rosé et vont prêter un soin très particulier pour faire du rosé. Mais le fait qu'il y ait quelque part cette connotation un peu plus facile sur ce type de vin, on a des gens qui n'étaient pas forcément des grands amateurs de vin qui se mettent à boire du vin rosé pour commencer. Et petit à petit, ils s'habituent à ce type de produit et vont après diversifier leur culture et goûter des vins blancs, goûter des vins rouges. Et il faut arrêter de penser que pour pouvoir boire du vin et se faire plaisir, il faut avoir des notions et des connaissances. C'est pas vrai. Dès lors que vous prenez du plaisir, c'est la finalité. Un vin, on doit l'aimer ou ne pas l'aimer. Est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment pour le boire? Il ne faut pas aller au-delà de ça. Après, avoir un peu de vocabulaire et savoir dire pourquoi j'ai aimé, pourquoi je n'ai pas aimé, c'est très bien pour pouvoir dire à votre caviste ou à votre producteur de vin ce qui vous fera plaisir ou ce qui vous gênera dans un vin. Mais après, en dehors de ça, la finalité, c'est j'aime, j'aime pas. Voilà. Alors, on va poursuivre. Maintenant, on va déguster donc, nos fameux 2 vins rouges que nous avons aujourd'hui en dégustation. Donc, nous partons dans le Gard avec le Mas d'Espanay, la cuvée éolienne, donc millésime 2012. Là, donc, on est issu aussi d'un assemblage. Donc on est sur un millésime, certes, encore un peu jeune. Et vous voyez une belle couleur déjà. Alors la couleur, qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau de sa teinte générale? On est sur un grenat. Alors vous avez vu, par contre, on n'est pas sur un grenat très intense. Donc on peut dire un grenat, mais d'une intensité moyenne. Parce qu'en fait, il faut toujours partir, on va dire, du maximum existant dans le monde du vin et du minimum existant, et de voir où se situe le vin. C'est vrai qu'il est plutôt dans une moyenne d'intensité. On n'est pas sur quelque chose de très noir. Et vous regardez à travers, on arrive à peu près à voir à travers. Alors qu'il y a certains vins où des fois c'est tellement sombre qu'on n'arrive même pas à voir à travers tellement le vin est opaque. Donc c'est vrai qu'on est sur un grenat de moyenne intensité. On voit une belle brillance aussi. Et alors ce qui est amusant, c'est de voir souvent ici, vous voyez, sur la partie la plus fine, lorsqu'on incline le verre, on se rend compte qu'il y a une légère décoloration. Elle est de quelle couleur cette coloration? Est-ce qu'elle est plutôt violette? Est-ce qu'elle est plutôt rose? Ou est-ce qu'elle est plutôt orangée? Ou brune? Un peu rose. Alors pour une raison très simple, c'est que le vin n'est pas encore vieux, le vin n'est plus très jeune. On est quand même sur un vin qui a 2 ans. Et en fait, il est en train de commencer à changer de couleur. Et vous l'auriez goûté 1 an avant, vous auriez eu des petites connotations violettes ici. Et dans 2 ou 3 ans, au contraire, ça va être du brun ou de l'orangé qui va apparaître sur les bords. C'est un signe, si vous voulez, d'évolution et de vieillissement naturel du vin. La fameuse oxydation, voilà. Ce qu'on peut dire madérisation, mais madérisation est plutôt liée en fait à une connotation négative ou alors un type de vin provenant des îles justement de Madère au Portugal. Mais en fait, c'est une oxydation et ça arrive pour tous les aliments s'oxydent. Alors on voit aussi qu'il y a des larmes qui sont très légèrement colorées, chose qu'on n'avait pas tout à l'heure sur les 2 vins précédents. Alors aromatiquement maintenant, que nous dit ce vin? En tout cas, c'est fort plaisant, fort aromatique. Alors c'est vrai que sur le plateau, il fait très chaud, je pense. Hein? Heureusement, les vins étaient servis un peu frais et du coup, là, ils se réchauffent légèrement, ce qui leur fait pas mal de bien pour avoir une connotation beaucoup plus aromatique. Juste petit aparté, de dire que si vous servez les vins trop froids, vous allez certes minorer l'impression d'alcool en bouche, mais par contre, vous allez casser les arômes. Par contre, si vous servez plus chaud,
vous allez diminuer l'impression alcoolique, mais vous allez avoir des arômes justement plus faibles qu'il vaudra mieux réchauffer avec le temps. Donc la température, il faut faire attention. Trop froid, moins aromatique, et vous faites ressortir l'acidité, les amers et les tanins, alors que trop chaud, c'est l'alcool qui domine, mais le vin paraît plus rond aussi, plus suave, et les tanins paraissent plus doux. Donc il faut vraiment trouver le juste équilibre entre 14 et 18 degrés pour les vins rouges à peu près. Alors ces arômes, est-ce qu'il y a des odeurs qui vous sautent comme ça au nez? De la noix, oui. C'est vrai qu'on a une note un peu fruit sec, je suis d'accord, oui. Est-ce que vous ressentez vous aussi la noix? Pas trop? Non? Et du fruit rouge par contre? Des fruits rouges, des fruits noirs même. Hein. On a une connoté un peu mûre quasiment. On est à la limite entre le fruit très mûr, voire même le fruit un peu compoté quasiment. Et derrière, ces notes un petit peu d'épices et de fruits secs qui viennent apporter une complémentarité. Alors on l'oxygène pour voir bien sûr si ça change. On va aborder la même technique. Et là, on se rend compte qu'on est encore plus sur la douceur. On a fait ressortir encore quelque chose de plus suave, plus sucré quasiment. On s'attend quasi à du sucre même. Hein. Vous avez vu, un peu velouté au niveau du nez. Alors, on va le déguster. Alors, il est comment? Il est doux? Oui. Il est d'ici en fait. Non, non, il est doux, pas sucré. Non, il est doux. C'est vrai qu'il est relativement velouté. Alors, le terme doux, c'est vrai qu'on peut l'employer parce qu'il y a une notion de douceur. Mais avec certaines personnes, quand on va parler de doux, ils vont penser à quelque chose de sucré. Là, on est sur quelque chose de velouté, de moelleux, de tendre, mais pas pour autant un vin sucré. On reste sur un vin qu'on appelle sec, mais avec de la rondeur. Il n'est pas très fort. Est-ce que la notion de tanin, vous avez perçu quelque chose? Pas tant. Vous attendiez à avoir un vin plus tannique. Et en fait, on a des tanins, mais vous voyez, ils sont plutôt sur l'avant de la langue. On les sent ici sur la pointe, mais on n'a pas sur toute la langue. Et surtout, on a une impression de velouté aussi, parce que sa rondeur vient amoindrir l'impression de tanin. Et du coup, ça lui donne un côté très homogène, très agréable dès à présent. On peut déjà se faire plaisir facilement, sans pour autant le garder des années. Alors, une fois qu'on le regoute ensuite, on va maintenant essayer d'imaginer le potentiel de garde éventuel. Est-ce que vous pensez que c'est un vin qui peut se garder ou pas? Oui? Alors, vous avez un petit peu d'acidité ici sur l'avant de la langue. Ça, c'est encore un signe de jeunesse. Il y a un peu de tanin, un peu d'amertume, qui eux vont s'amoindrir avec le temps. Donc du coup, vous avez potentiel à le garder. Et il est vrai qu'on est sur 2012. Là, il faut 3 ans, 5 ans environ. Au-delà, ça sera un peu plus difficile. Ou alors à moins d'avoir une très bonne cave. Après, le vin va vraiment changer de style et il faut aimer le caractère vieux vin. Alors, les vins vont forcément évoluer. Alors, c'est vrai que si vous avez une cave à 12 degrés toute l'année, votre vin n'évoluera pas beaucoup. Il va être très stable. Par contre, si vous avez une cave qui varie énormément entre l'hiver et l'été, ça, par contre, ça va accélérer le rythme de vieillissement du vin et vous allez, toutes les années, quasiment le faire vieillir d'1 an ou 2 ans ou 3 ans. Donc, il va évoluer beaucoup plus. Et là, auquel cas, vous allez arriver après sur des cotations de vins très vieux et avec ce côté un peu asséchant sur la langue, ce côté madérisé, et là, c'est un peu moins plaisant. Alors on va poursuivre sur le dernier vin maintenant. Donc le dernier vin, nous allons nous déplacer donc dans l'Aude sur le terroir de Fitou. Alors vous allez voir déjà la différence de couleur. Alors Fitou, il faut savoir que vous êtes sur une zone bercée par le soleil. Les Fitous sont assez réputés justement pour leur puissance, pour leurs fruits, leur maturité. Et vous voyez déjà la couleur ici. On est sur quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus sombre. Alors il est vrai qu'on reste quand même toujours sur des connotations de grenat, mais là on est plutôt sur un grenat plus intense. On arrive à moins lire à travers. Et regardez aussi, il y a des petites nuances de violet dans la couleur, beaucoup plus bleutées. Et au niveau du millésime, donc vous voyez donc ici, là au niveau du millésime, nous sommes sur aussi un millésime 2012. Et pourtant, on a l'impression qu'il est beaucoup plus jeune. Et vous voyez ici, très peu d'évolution sur le bord. Alors pourquoi? Parce qu'il a peut-être plus d'alcool, plus de concentration et peut-être un peu plus d'acidité qui lui a permis d'évoluer un petit peu moins rapidement. Alors on va le sentir, voir un petit peu son nez. C'est très parfumé, assez réduit, assez intense. Il y a un côté encre, vous voyez ce côté très concentré du vin.
on n'a pas une odeur aussi claire que ce qu'on avait tout à l'heure, où on avait vraiment ces notions de noix, ces notions de fruits rouges. Là, on est plutôt sur quelque chose de très compact, où on a du mal à nommer quelque chose. On sent que c'est intense, mais quelles odeurs, c'est plus difficile. Alors, oxygénez-le un petit peu. Alors ça provient d'une chose, si vous voulez, le fait d'avoir ce nez qui est assez fermé. On dit que le vin est encore fermé, encore un peu jeune, et du coup, il va falloir lui laisser un peu plus de temps. Et le propre des Fitou, c'est souvent d'avoir des vins très concentrés à base de Grenache et de Carignan qui ont un potentiel de garde important. Et du coup, on va avoir besoin de les faire vieillir beaucoup plus longtemps dans le temps pour être sûr d'amoindrir un petit peu donc, sa force et surtout de développer les arômes. Donc là, il est certes moins extravagant que le vin précédent. Pourquoi? Parce qu'il est trop jeune. Mais si on veut les comparer, on va dire oui, j'ai préféré le précédent. Alors que c'est faux. Si vous voulez, en termes de qualité intrinsèque, celui-là est peut-être équivalent, voire peut-être supérieur, mais il lui faudra beaucoup plus de temps pour se faire. Donc on va le goûter, et c'est maintenant que vous allez le ressentir, c'est-à-dire qu'il risque d'être un petit peu plus puissant que le vin précédent. Vous voyez, c'est plus puissant, plus tannique. On sent aussi, on a quelque chose, si vous voulez, de beaucoup plus amer aussi. On a une notion amère quand même beaucoup plus marquée. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que vous aimez tous cette connotation amère dans ce vin? Est-ce que vous l'aimez? Pas trop? Vous préférez celui-ci au précédent? Et vous? Vous préfériez le précédent? Celui-ci aussi? Vous préférez le précédent et madame aussi? Alors vous voyez, suivant les personnes, on n'a pas tous le même point de vue. Ça dépend aussi de sa culture et de ce qu'on aime boire généralement. Mais on sent que celui-là a un potentiel de garde beaucoup plus grand et qu'aujourd'hui, il est moins dans son assiette quelque part que le précédent qui est déjà abouti, qui paraît plus prêt à boire. Donc il faut savoir des fois aussi ne pas juger un vin trop vite et penser que le vin est trop vieux ou pas à son goût. Il suffit des fois d'attendre un petit peu pour le voir évoluer et l'apprécier avec le temps. Donc là, par contre, en l'occurrence, tel qu'il est aujourd'hui, on va lui préférer des plats très puissants, très riches, par exemple des gibiers, par exemple des plats mijotés, des plats assez puissants, pour calmer un petit peu ses ardeurs. Donc vous voyez, on a vu ici donc, sur ces fameux vins donc, du Languedoc-Roussillon une grande diversité. Donc je pense que Jean-François va nous rejoindre pour clôturer notre petite rubrique. Nous avions ici donc, un vin issu de différents vins d'assemblage faits dans le nord de l'Hérault. Ici les Pyrénées-Orientales, donc avec un rosé sur la fraîcheur, sur la légèreté. Ici, donc sur le Gard, avec un assemblage aussi plutôt rond, plutôt facile, et la puissance, la structure et le côté vin de garde, on va dire, qu'on peut avoir sur nos terroirs de Fitou pour la zone audoise. Alors Jean-François, alors Dominique, on est dans les temps? Ah, formidable, on est pile dans les temps. Bon. Évidemment, c'était une petite boutade sur les 8 minutes. Comment ça s'est passé cet atelier? Il faut demander à nos invités. Comment ça s'est passé pour vous? Intéressant, hein? Et vous, madame? C'est le piège, là. C'est le piège. Vous aimez le vin, hein? Et vous? Attendez, vous allez le dire là, au micro. Les préjugés qu'on a par rapport au rosé qui est trafiqué, tout ça, maintenant, c'est bon, faux. Je peux me lancer à boire exactement. Il ne l'est pas, hein, il ne l'est pas. C'est ça que vous avez voulu dire. Et vous, ça s'est bien passé? Très très bien, très instructif. Et vous? Pareil, très intéressant. Eh bien voilà, Dominique, une fois de plus, le succès de cette chronique viticole, si j'ose dire. Est-ce qu'on sait déjà demain une petite idée sur les vins? Je les ai dans le téléphone, je les ai pas mis en place aujourd'hui, mais je vais te dire ça tout de suite. Ça, c'est la nouvelle technologie. Et oui, on les a là. C'est enregistré, on le fait en direct. C'est déjà prêt. Il va nous dire. Donc demain. Alors demain, nous aurons un vionnier donc, des collines de Bourdic, dans le Gard. Pardon. Ensuite, nous aurons donc un Languedoc-Légré pour la partie héroltaise. On ira sur le domaine Sainte-Croix pour la partie audoise. Et ensuite, nous aurons les Galets Rouges, le domaine de Reille, dans les Pyrénées-Orientales. Eh bien, à nouveau, on va se régaler. Merci aux invités, merci à Dominique. Nous, on se retrouve en direct sur la région.tv à partir aux alentours de 20h. Ne loupez pas ce moment. Scotch et Sofa sont avec nous. Ils se préparent juste sur le côté en ce moment. C'est une des deux scènes qui vont donc avoir lieu ce soir et demain soir. 20h, Scotch et Sofa. Si vous aimez le rock, la musique jazz et tout ce qui va dans leur répertoire, soyez au rendez-vous. On vous attend à la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Merci Dominique, merci à vous. À tout à l'heure. Merci. Ouais, ça leur permet de chauffer, de se mettre en route, de se dire qu'on n'est plus au box et qu'on va commencer à travailler. Ah non, c'était impeccable. Allez, à volonté galop. Alors,